Et salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Moi c'est Charlie, aka coucoucharlie.musique, et je viens te parler les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane, ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et aujourd'hui, on va causer de 7 titres rock qui vont souffler leurs 20 bougies cette année. Et 20 ans, c'est pas juste un chiffre, hein. C'est un peu l'âge où une chanson cesse d'être récente et devient véritablement un repère, un ancrage dans le temps, je trouve. Il faut se souvenir du contexte. En 2006, le rock est en pleine mutation. Le CD commence à disparaître, MySpace décide de qui perd sous nom, les blogs remplacent les magazines. C'est une année un peu étrange. Cette année-là, certains groupes voient trop grand, d'autres écrivent des chansons minuscules, mais tous cherchent la même chose. Laisser une trace. Et parmi tout ce qui sort en 2006, les 7 morceaux dont on va parler aujourd'hui ont, selon moi, traversé le temps, quoi. 7 titres très différents, 7 façons d'envisager le rock, mais un point commun. 20 ans plus tard, on les écoute toujours. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu pourquoi ils sont encore là 20 ans après. Et on commence tout de suite avec... Knights of Sidonia de Muse est sorti en 2006 sur l'album Black Holes and Revelations, dont je t'ai déjà parlé ici, sur ma chaîne. À ce moment-là, en 2006 donc, Muse n'est déjà plus un petit groupe. Ils sortent d'Absolution, ils remplissent des zéniths et surtout, ils n'ont plus aucune envie de rentrer dans une case, quoi. Et Knights of Sidonia, c'est exactement ça, un morceau qui refuse de choisir. Presque 6 minutes. Aucune structure pop-rock classique, une intro sifflée digne d'un western, des guitares saturées, des chœurs, un final apocalyptique. Muse mélange ici Ennio Morricone, Queen, le rock progressif, le métal, la science-fiction, sans jamais s'excuser d'en faire trop, quoi. Au contraire, ils assument complètement la démesure. Et l'anecdote est assez révélatrice de cet état d'esprit. Le morceau est en grande partie inspiré par la fascination de Matt Bellamy pour les théories du complot, les révolutions et les récits de résistance. Le titre fait référence à la région de Sidonia sur Mars, célèbre pour ses formations rocheuses qui ont longtemps alimenté les fantasmes autour d'anciennes civilisations extraterrestres. Et pour en savoir plus, je t'invite à aller voir mon épisode dédié à leur album, hein. Mais après cette vidéo, reste ici encore un peu, hein. Tu vas voir, les 6 autres titres sont tous aussi zinzin, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que Knights of Sidonia ne devient pas immédiatement un tube radio. Sa vraie vie, il la trouve sur scène. Très vite, le morceau devient un moment de concert, presque un rituel. Le public chante avant même que le groupe ne commence à jouer. Les bras se lèvent et la chanson se transforme en expérience collective, quoi. Muse eux-mêmes ont expliqué qu'ils ont compris assez tard que le morceau était devenu indispensable, au point de finir quasiment tous leurs concerts avec, quoi. Et quand on y repense 20 ans plus tard, c'est peut-être ça la clé. Knights of Sidonia n'a jamais cherché à être moderne ou tendance. Il a cherché à être épique, spectaculaire, presque hors du temps. Et forcément, un morceau qui ne court pas après son époque vieillit beaucoup mieux que les autres, je pense, hein. En 2026, le titre aura 20 ans. Et pourtant, il est toujours là. Toujours aussi long, toujours aussi excessif, toujours aussi fédérateur. Parce que parfois, quand on pousse un concept jusqu'au bout, quand on assume totalement ce qu'on est et qui on est et souhaite être, on finit toujours par créer quelque chose qui traverse le temps. D'accord? Pas d'accord? Bah dis-moi ce que t'en penses en commentaire, hein. Coming up only to show you wrong. To the outside with a deadly
Funeral de Band of Horses sort en 2006 sur l'album Everything All the Time. Et là, on change complètement d'ambiance par rapport à Muse, clairement. On passe du grand spectacle à quelque chose de beaucoup plus intérieur. À l'époque, Band of Horses, ce n'est pas un groupe de stade. C'est une formation indie folk rock qui s'inscrit dans cette vague américaine du milieu des années 2000, quelque part entre mélancolie, guitare aérienne et voix fragile. The Funeral, c'est une chanson lente, presque suspendue, pas de grosse montée immédiate, pas de refrain qui explose. Juste une guitare, une batterie discrète, et cette voix un peu tremblante de Ben Bridwell qui donne l'impression de chanter, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de faire du bruit. Quand je l'ai entendu pour la première fois, oh là là, toute cette émotion à gérer d'un coup là, ce morceau me fascine. Voilà, c'est dit. Et l'anecdote derrière le morceau est assez touchante. Contrairement à ce que le titre laisse penser, The Funeral n'a pas été écrite après la mort d'un proche. Ben a expliqué que la chanson est née après avoir assisté aux funérailles d'une femme qu'il ne connaissait pas vraiment, simplement parce qu'il se trouvait là. Et ce moment, assez étrange, lui a donné cette sensation très particulière, celle d'être submergé par une émotion qui ne lui appartenait pas totalement. Le morceau parle donc moins de la mort que de ce sentiment de décalage, de tristesse diffuse, presque inexplicable. Et sûrement pour ça que ce morceau me fascine tant, qui sait. Et ce qui est fou, c'est que The Funeral ne devient pas un tube immédiat non plus. Le morceau va surtout vivre à travers des films, des séries, des montages vidéo, pour souligner des moments un peu suspendus. Il devient progressivement une sorte de raccourci émotionnel. Quelques notes suffisent et tout de suite il se passe quelque chose, que ça soit une nostalgie, un souvenir, parfois même sans qu'on sache vraiment pourquoi. 20 ans plus tard donc, The Funeral est toujours utilisé, toujours écouté, toujours cité comme l'un des grands morceaux indie de sa génération. Du moins moi je trouve quoi. Parfois il ne cherche jamais à forcer l'émotion, il la laisse simplement arriver. Alors ouais, c'est un morceau discret, presque fragile, mais 20 ans après, il continue de toucher exactement au même endroit quoi. Et ça franchement, c'est peut-être encore plus fort que n'importe quel riff, mon petit cœur. I Bet You Look Good on the Dance Floor d'Arctic Monkeys sort en 2006 sur l'album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Et là, on change encore une fois de décor. On quitte l'introspection américaine pour débarquer en plein nord de l'Angleterre, dans des soirées trop bruyantes, collantes, un peu bordéliques, où tout le monde se juge sans vraiment s'assumer quoi. Et en 2006, les Arctic Monkeys sont encore bien jeunes, très jeunes même. Ils n'ont pas encore sorti leur premier album, que tout le monde parle déjà d'eux. Et surtout, ils deviennent l'un des premiers groupes à exploser grâce à Internet. Et ce titre, c'est un morceau nerveux, rapide, presque essoufflé. Ça démarre sans prévenir, ça ne prend pas le temps d'installer quoi que ce soit, et ça fonce droit devant. La batterie cavale, la guitare tranche, et Alex Turner balance ses paroles comme s'il racontait une scène qu'il vient de vivre 5 minutes plus tôt, quoi. En 2006, ce titre sonne comme un retour à un rock brut, direct, sans filtre. Et l'anecdote est hyper révélatrice de cette spontanéité. Alex Turner a expliqué que beaucoup de ses paroles venaient simplement d'observations faites en soirée, dans des clubs de Sheffield. Des phrases entendues à la volée, des regards, des jugements un peu maladroits, des tentatives de drague pas toujours très élégantes. Le fameux I Bet You Look Good on the Dance Floor n'est même pas une punchline réfléchie. C'est juste une phrase banale, presque maladroite, mais dite au bon moment, avec la bonne énergie quoi. Et puis si c'est Alex qui te le dit, bah clairement ça fait mouche quoi. Du moins ça ferait mouche avec moi, que veux-tu? Et ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle le morceau devient un phénomène. Numéro 1 au Royaume-Uni dès sa sortie, hymne immédiat d'une génération et symbole d'un renouveau du rock anglais. Mais malgré ce succès fulgurant, le morceau garde un côté très ancré dans le réel je trouve. Ça parle de soirée, de frustration, d'ego, de désir un peu bancal. Rien de grandiose.
Et c'est justement pour ça que ça marche, je pense. D'ailleurs, j'ai pas parlé de cet album, mais de celui qui suit ici sur ma chaîne. Si jamais t'es curieux après ce petit épisode, hein. Après, hein. Bref, 20 ans plus tard, je trouve qu'il n'a pas perdu une once de son énergie. Il est toujours joué, toujours chanté, toujours capable de retourner une foule en quelques secondes, quoi. Parce qu'il capture un moment précis de la jeunesse sans jamais chercher à le romantiser. Juste le raconter tel qu'il est. Et parfois, c'est exactement ce genre de morceaux-là qui deviennent intemporels, je trouve. Ceux qui ne prétendent pas changer le monde, mais qui décrivent parfaitement un instant de vie, quoi. When You Were Young de The Killers sort donc aussi en 2006 sur l'album Sam's Town. Et à ce moment-là, The Killers prennent un virage assez risqué. Après l'énorme succès de Hot Fuzz, ils auraient pu rejouer la même recette. Mais non, 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 non. Ils veulent être plus grands, plus sérieux, plus américains aussi au final. Sam's Town, c'est leur déclaration d'amour au rock de Springsteen, ou des U2, bref, des grands récits de route, de foi et de désillusion, je pense. When You Were Young, c'est un morceau taillé pour les grands espaces. Une intro tendue, une montée progressive, un refrain qui explose sans jamais devenir complètement euphorique. Il y a toujours une forme de retenue, presque de mélancolie, derrière toute cette énergie, quoi. En 2006, ce titre montre clairement que The Killers ne veulent plus seulement faire danser les gens. Ils veulent raconter quelque chose en fait. Et l'anecdote derrière la chanson est assez parlante. Brandon Flowers expliquait que When You Were Young est né dans son rapport compliqué à la foi et à l'image idéalisée de l'amour. Le morceau parle de ces moments où l'on projette beaucoup trop sur quelqu'un, où l'on confond promesse et réalité. La fameuse phrase « He doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentleman » résume parfaitement ça, je trouve. La confrontation entre l'idéal qu'on s'est construit et ce qu'on a vraiment en face de nous. Ce qui est intéressant, c'est que le morceau fonctionne à plusieurs niveaux. À l'adolescence, on l'entend comme une chanson puissante, presque héroïque. Et en vieillissant, on la comprend un peu différemment. Elle parle du temps qui passe, des illusions qui s'effritent, et de cette nostalgie un peu douce amère qui arrive sans prévenir, quoi. Et ça, c'est souvent le signe des grandes chansons, je trouve. Et en 2006, ce titre est toujours l'un des titres les plus forts de The Killers. Du moins moi, c'est ce que je pense. Le public a l'air de chanter chaque mot dans les dernières vidéos live, et sûrement pas seulement par nostalgie, mais parce que le morceau continue de faire écho à ce que beaucoup ressentent encore. Il grandit avec ceux qui l'écoutent. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'il a aussi bien traversé le temps, car il parle de ce qu'il se passe quand on réalise que la jeunesse est derrière nous, et de ce qu'on en a fait. Allez, pour la prochaine, c'est ma mini-commu sur Instagram, que tu peux rejoindre par ailleurs, car tous les mercredis soirs, c'est petit quiz pour trouver le sujet de la vidéo du lendemain. Et cette mini-commu va être contente car on parle de Deftones. Enfin, je parle des Deftones! Comme quoi, ça valait le coup de m'en parler chaque semaine depuis 6 mois. Cherry Waves des Deftones donc sort en 2006 sur l'album Saturday Night Rise. Et là, on est sur quelque chose d'encore différent d'avant. Car les Deftones en 2006, c'est déjà un groupe culte, mais aussi en pleine période compliquée. Les tensions internes, album difficile à terminer, et ça s'entend dans leur musique, je trouve. Cherry Waves fait partie de ces morceaux où tout semble fragile, presque à la limite de se briser. Musicalement, c'est une chanson qui avance doucement, comme en apnée. Les guitares sont aériennes, la rythmique est contenue, et la voix de Chino Moreno flotte au-dessus de tout ça entre murmure et abandon.
titre agressif. C'est un morceau démonstratif. C'est un morceau qui enveloppe. Et en 2006, ce genre de proposition tranche avec l'image métal que beaucoup ont encore des Deftones, dont moi j'avoue. Et l'anecdote derrière Cherry Waves est assez marquante. Chino Moreno expliquait que le morceau est lié à une période de dépendance et de relations destructrices. La chanson utilise volontairement des métaphores aquatiques, cette idée de vague, de submersion, pour évoquer le fait de se laisser porter par quelque chose dont on sait pourtant que ça peut nous engloutir. Le refrain, presque suppliant, donne l'impression d'un moment de lucidité au milieu du chaos, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce morceau n'a jamais été pensé comme un tube. Pourtant, avec le temps, il est devenu l'un des morceaux préférés des fans. Enfin, j'espère, ce qui est trop cool. Pas forcément celui qu'on met en avant, mais celui auquel on revient. Celui qu'on écoute seul, au casque, plutôt qu'à fond dans une soirée. Et 20 ans plus tard, en 2026, Cherry Waves est toujours cité comme l'un des titres les plus émotionnels des Deftones, parce qu'il capture quelque chose de très humain, cette frontière floue entre le réconfort et la destruction. Et ce genre de sensation, ça vieillit pas quoi. C'est un morceau discret, presque fragile, peut-être pour ça qu'il touche mon petit cœur. Mais il continue de toucher exactement au même endroit, mon petit cœur. Comme une vague qui revient toujours au même point. Vault Like Me de TV on the Radio sort en 2006 sur l'album Return to Cookie Mountain. Et là, on arrive sur l'un des morceaux les plus étranges, les plus tendus et les plus électriques de cette année-là. Du moins en rock, je trouve. En 2006, TV on the Radio, c'est déjà un groupe un peu à part. Impossible à ranger clairement. Trop expérimental pour le rock classique, trop rock pour l'électro, trop frontal pour l'indie bien sage. Il bricole un son urbain, nerveux, presque anxieux. Et Vault Like Me, c'est un morceau qui ne tient jamais en place. Une ligne de basse obsédante, une batterie qui galope, des guitares qui crissent et la voix de Tunde Adebimpe qui passe de la retenue à l'explosion. Tout le morceau donne l'impression d'une course permanente, comme si quelque chose essayait de sortir ou de s'échapper quoi. Et en 2006, ça sonne comme rien d'autre. C'est sale, c'est sexy, c'est inquiétant presque. Et moi j'adore. Et l'anecdote autour du morceau est assez parlante. Tunde Adebimpe a expliqué que Vault Like Me est né d'une réflexion sur les pulsions, les désirs incontrôlables et la peur de perdre le contrôle quand on est attiré par quelqu'un. Le loup, ici, n'est pas un monstre au sens littéral, mais une métaphore de cette part animale qu'on essaie souvent de cacher. Le morceau parle du moment précis où on sent que quelque chose nous dépasse, où l'instinct prend le dessus sur la raison. Et ce qui rend la chanson encore plus forte, c'est la façon dont cette tension est traduite musicalement, je trouve. Le morceau ne se calme jamais vraiment. Même quand il ralentit légèrement, il reste sur le fil du rasoir de l'explosion quoi, comme si elle pouvait arriver à n'importe quel moment. Et en concert, Vault Like Me devient une décharge totale, presque incontrôlable, exactement comme le thème qu'il aborde. 20 ans plus tard donc, Vault Like Me reste l'un des titres les plus emblématiques de TV on the Radio, si ce n'est pas le plus emblématique. Il n'a pas pris une ride, parce qu'il ne dépend pas d'un effet de mode ou d'un son précis d'une époque quoi. Il parle d'instinct, de désir, de perte de contrôle. Et ça, forcément, ça traverse les décennies sans jamais trembler des genoux quoi. C'est un morceau qui ne rassure pas, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et c'est justement pour ça qu'il marque autant, parce qu'il assume totalement sa part sauvage. Decided the things that I tried were in my life just to get high on. When I said alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe when we rely on. When I lay it on, come get the play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, tell me when I say, oh. Snow et Oh des Red Hot Chili Peppers sort en 2006 sur l'album Stadium Arcadium. Et en 2006, les Red Hot, c'est un groupe qui pourrait se contenter de dérouler.
Ils ont déjà tout vécu, tout connu, tout explosé en fait. Mais au lieu de faire un album facile, ils sortent un double album. Dense, parfois introspectif, parfois très lumineux. Snow, c'est clairement l'un des morceaux les plus calmes et les plus vulnérables du disque, je trouve. Musicalement, le titre repose sur ce riff devenu mythique de John Frusciante. Un riff rapide, répétitif, hypnotique qui demande une précision folle, mais qui sonne pourtant très simple à l'écoute quoi. J'ai jamais réussi à le jouer moi. Autour de ça, tout est retenu. La batterie de Chas Smith c'est ultra sobre, la basse de Flea se fait discrète en mode petit boum 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 boum, et la voix d'Anthony Kiedis est posée, presque fragile. En 2006, Snow surprend parce qu'il refuse toute démonstration de force. All my life to sacrifice. Hey, oh, tell me when I say, oh, yeah. Et l'anecdote derrière le morceau est très liée à l'état d'esprit du groupe à ce moment-là. Anthony a expliqué que Snow parle de renaissance et de lutte personnelle, notamment après ses rechutes dans l'addiction. Les paroles évoquent cette idée de repartir de zéro, encore une fois, malgré les erreurs passées. Le Snow du titre est volontairement ambigu, oscillant entre images poétiques et références un peu plus sombres, comme souvent chez les Red Hot. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré son apparente douceur, Snow devient l'un des singles les plus populaires de l'album Stadium Arcadium. Le morceau tourne énormément en radio, mais surtout il s'impose comme un moment très particulier en concert. Un instant de respiration, presque de communion, au milieu d'un set souvent très énergique. Et en 2026, Snow est toujours l'un des titres les plus aimés du groupe. 20 ans après quoi. Et il est aimé non pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il est tout juste. Parce qu'il parle de rechute, de reconstruction, de fragilité, sans jamais être pesant. Et ça résonne à n'importe quel âge, je pense. C'est un morceau simple en apparence, mais profondément humain. Et comme on a pu le voir avec ces 7 titres, ce sont ceux-là qui traversent le mieux le temps à mon humble avis. D'accord ? Pas d'accord ? Dis-moi en commentaire. Et voilà, notre petit focus sur 7 titres rock qui fêtent leurs 20 ans cette année, c'est fini. Et pour terminer cette vidéo, on peut dire que malgré qu'elles soient rock, ces 7 chansons sont très différentes, parfois même un peu opposées dans l'émotion recherchée. Du grand spectacle de Muse à l'intime de Band of Horses, de l'urgence des Arctic Monkeys à la désillusion de The Killers, de la fragilité des Deftones à la sauvagerie de TV on the Radio, jusqu'à la douceur presque réparatrice des Red Hot quoi. Et pourtant, elles ont tout un point commun. En 2026, elles auront 20 ans. Et surtout, elles ne vieillissent pas vraiment et elles sont toujours là, quoi. Ce qui est fou, c'est que ces morceaux ne cherchent pas à résumer une époque. Ils ne sont pas des gadgets sonores des années 2000. Ils racontent des émotions, des tensions, des doutes, des élans qu'on traverse encore aujourd'hui. Intemporels, quoi. Et c'est sûrement pour ça qu'elles ont aussi bien vieilli. Et ces 7 titres-là sont peut-être les meilleurs témoins de ce moment précis. Un moment où le rock ne cherche pas à être parfait mais sincère. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi et Moment youtubeur forceur. N'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire lequel de ces morceaux t'a le plus marqué ou lesquels tu aurais aimé ajouter à notre petite sélecta. Ou même, carrément, dis-moi quelle année tu veux qu'on explore ensuite. Parce que clairement, des anniversaires comme ça, le rock nous en a laissé un sacré paquet. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes sur des albums ou des hits qui ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile. Et viens donc sur Insta, comme je te disais, pour deviner quel sera le sujet de la prochaine vidéo les mercredis soirs. Mamie Nico Muet, beaucoup trop forte car elle trouve quasi toujours. Est-ce que mes indices sont trop simples ? Peut-être, mais au moins je réponds à tout le monde avec une super photo de moi à chaque fois. Allez viens, on est bien. En tout cas nous, on se retrouve très vite avec un nouvel album ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt. Et merde. J'ai oublié d'allumer mes lumières, je viens de finir. Sorry.